C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouveau front dans le nord du Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo. Après Saké, c'est dans la chefferie de Bwito que les rebelles du M23 ont lancé une offensive. La localité de Nyanzale est contrôlée par les rebelles. Les populations continuent à fuir les combats. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Le dépôt des candidatures au Tchad. À 2 mois de l'élection présidentielle, les candidats ont jusqu'au 15 mars pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel. La liste des candidats sera publiée le 24 mars prochain. Nous serons à N'Djamena dans un instant. Et puis, à la fin de ce journal, nous irons à Tombouctou, au Mali. Sa mosquée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est en rénovation, un chantier qui crée des liens entre la population malgré les tensions sécuritaires. Mais d'abord, cette information en provenance du Sénégal. Le Conseil constitutionnel a rejeté la date du 2 juin pour l'organisation de l'élection présidentielle, une date proposée par 2 commissions réunies à l'issue du dialogue national. Le Conseil constitutionnel demande à ce que l'élection soit organisée avant le 2 avril, avant la fin du mandat de Macky Sall. Chaque jour est son lot d'horreur et de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les combats font rage à Nyanzale, dans le Rutshuru, les populations continuent de fuir. Plus de 100 000 personnes, selon l'agence de coordination humanitaire de l'ONU, ont déjà quitté leur village. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Au moins 15 personnes ont été tuées lors d'affrontements violents dans la chefferie de Bwito, selon la société civile. Des milliers d'habitants ont aussi fui la zone à pied, des baluchons sur le dos. Alors plusieurs témoins que nous avons contactés nous disent que des détonations d'armes lourdes ont commencé vers 5 h du matin lundi. Plusieurs bombes sont également tombées. Alors selon plusieurs sources sécuritaires, il s'agirait d'une offensive coordonnée du M23 sur au moins 4 localités de la zone et notamment Nyanzale, situé à près de 80 km au nord de Goma. Alors ces dernières semaines, il y avait une relative accalmie sur les lignes de front au nord des territoires de Massissi et de Rutshuru. Mais depuis lundi, des violents combats ont repris. Le M23 est en train d'étendre la zone sous son contrôle et de peut-être conforter sa position. Et tant qu'ils n'auront pas devant une force qui les arrête, et tant que leur soutien extérieur n'auront pas suffisamment de pression pour éviter de les armer, ils continueront à prendre des territoires. Aujourd'hui, il y a non seulement les M23, mais on parle de plusieurs centaines, si pas de plusieurs milliers de militaires rwandais sur terrain, sans aucune conséquence visiblement sur le gouvernement de Kigali. Pour parvenir à une désescalade des violences, l'Angola tente tant bien que mal de relancer sa médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sans réel résultat pour le moment. Alors dans un communiqué, l'Union européenne a demandé à Kigali, je cite, de retirer immédiatement tout son personnel militaire présent dans la province du Nord Kivu. Tout s'accélère au Tchad à 2 mois de l'élection présidentielle et une semaine après la mort de l'opposant Yaya Dillo, dans des circonstances contestées. Le dépôt de candidature s'ouvre ce mercredi au Conseil constitutionnel. Les candidats ont jusqu'au 15 mars pour déposer leur dossier. La liste des candidats sera publiée le 24 mars prochain. La correspondance à N'Djamena de Mamadou Djimtebay. Top départ pour le dépôt de candidature à la présidentielle de 6 mai 2024. C'est ici au Conseil constitutionnel où je me trouve que les candidats sont appelés à déposer leur candidature. Pour être éligible, il faut savoir répondre à certains critères, entre autres être de nationalité tchadienne et des parents eux-mêmes tchadiens, ne pas disposer d'une seconde nationalité, payer la caution de 10 millions, avoir un casier judiciaire vierge, être de bonne moralité, entre autres. Le MPS, qui est le parti du défunt maréchal et qui soutient la candidature du président de la transition, Mamadou Idriss Déby Itno, a déposé la candidature par l'entreprise de secrétaire général du parti, Mamad Zembada, que je vous laisse écouter. De garder la sérénité. À travers ma sérénité à moi, c'est 220 et quelques partis politiques qui sont aussi sereins que moi et qui sont prêts pour les élections, même si c'est demain. La question à savoir aujourd'hui pour cette élection, c'est de savoir qui va accompagner le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mamadou Idriss Déby Itno.
Choguel Maïga, Premier ministre malien de transition, destitué de son poste de président du M5 RFP par une frange du mouvement. C'est ce mouvement qui avait porté la contestation contre le président Ibeka il y a 3 ans et demi. Mais après le coup d'État d'août 2020, cette coalition s'est divisée, comme nous l'explique notre correspondant régional Serge Daniel. C'est une crise ouverte au sein de M5, le mouvement politique malien, qui a porté à la primature le Premier ministre Choguel Maïga. Alors, désormais, 2 tendances, les dissidents qui viennent de débarquer justement de la présidence du M5 Choguel Maïga, leur reproche: il ne travaille pas à rassembler, disent-ils. Le Premier ministre aurait dévié de la ligne, affirme-t-il également, et certains l'accusent même de ne travailler que pour ses propres intérêts. Seconde tendance maintenant, au sein du M5, les partisans de Choguel Maïga. Ils confirment ce que le Premier ministre lui-même a récemment déclaré. Certains militaires de la junte, donc des membres de la junte, travailleraient à le déstabiliser, à le pousser à la démission. Alors que va-t-il se passer maintenant? Il y a ceux qui disent que, en fait, les 2 tendances au sein du M5 qui s'affrontent désormais ouvertement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et ceux qui disent que le Premier ministre malien est désormais seul contre tous et que sa base politique s'effrite, ce qui fait qu'il serait désormais sur un siège éjectable. Et on continue de vous parler du Mali, direction Tombouctou. Chaque année, ses habitants célèbrent la restauration de la grande mosquée Djina Gareybert. C'est un monument construit au XIVe siècle et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré les tensions sécuritaires et politiques, les travaux sur le monument favorisent le vivre ensemble. Les détails avec Clarisse Fortuné. Ils sont venus nombreux afin de ne pas manquer la fête devant l'entrée de la mosquée Djingaribert. Des travaux de crépissage, un événement majeur dans l'histoire de cette grande mosquée, vieille de près de 700 ans. Et une tradition qui se perpétue, malgré la crise sécuritaire et politique qui secoue le pays. Je dirais que même en la voyant, nous savons que c'est quelque chose qui renforce la cohésion sociale, le brassage culturel et le vivre ensemble. Puisque ici, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de religion, il n'y a rien, que tout le monde est un et indivisible. Nous venons pour la fête. Le crépissage consiste principalement à appliquer un enduit sur les murs de la mosquée, un mélange à base de poudre de baobab ajouté à la terre argileuse du fleuve. Si les hommes sont à pied d'œuvre, les femmes apportent elles aussi leur pierre à l'édifice. Depuis les temps immémoriaux, quand on faisait le crépissage, c'était les femmes qui apportaient l'eau. Donc on prenait l'eau dans les différentes mares de Tombouctou pour transporter l'eau jusqu'à ici pour pouvoir mélanger le banco et faire la construction. Ça, c'est le premier point. Vous avez vu aussi les joueuses de tam-tam. Ça donne vraiment de la force, ça donne du dynamisme aux travailleurs pour qu'ils puissent vraiment se mettre au travail. Le crépissage sera ensuite béni pour que la mosquée Djingaribert continue de prospérer. Elle est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des milliers de visiteurs chaque année. Au Burkina Faso, au moins 5 personnes ont été tuées mercredi dans le crash d'un avion de la compagnie Leader à Diapaga, dans l'est du pays. Le pilote est aussi mort. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues. On vous parle ce soir de l'oléoduc Niger-Bénin. Sa mise en service a été annoncée par l'entreprise chinoise qui a géré le chantier. Une mise en service malgré les désaccords politiques entre le Niger et les pays de la CEDEAO. 25% des recettes de cet investissement iront dans les caisses de l'État nigérien. Harold Girard. C'est un projet qui est en train d'aboutir à contre-courant. Des vives tensions politiques dans la région actuellement. Le Niger pourrait, dans les prochaines semaines, tout au plus dans les prochains mois, quintupler sa production de pétrole brut. Une production qui se situe autour de 20 000 barils par jour en ce moment, selon le ministère des Mines et du Pétrole nigérien, et dont l'objectif est de porter ce chiffre à 110 000 barils par jour, dont 90 000 seront destinés à l'exportation via le Bénin et donc via cet oléoduc de près de 2000 km de long.
Tout cela pourrait porter le Niger à la 11e place au niveau africain des pays producteurs de pétrole. 6 milliards de dollars investis et à la manœuvre une entreprise chinoise, la CNPC, qui de facto engrangera la majorité des bénéfices liés à cette affaire. Selon les autorités nigériennes, les autorités militaires actuelles qui sont au pouvoir à Niamey, c'est 25% des recettes qui atterriraient dans les caisses de l'État. Vous le savez, le président kényan William Ruto a signé un accord avec le Premier ministre haïtien pour permettre l'envoi de 1000 policiers kenyans en Haïti. Leur mission, gérer une force multinationale pour mettre fin à la violence des gangs. Mais cette décision n'est pas du goût de l'opposition kenyane, comme nous l'explique notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille. Le déploiement des policiers kenyans en Haïti serait une mission suicide, selon un député de l'opposition, et c'est un sentiment qui est partagé par de nombreux politiciens ici au Kenya. L'un des chefs de l'opposition, Kalonzo Musyoka, responsable notamment de la coalition Azimio la Umoja, explique qu'il ne comprend pas pourquoi des policiers kenyans seraient déployés en Haïti alors qu'il y a tant de problèmes au Kenya, tant d'insécurité, qu'il y a de nombreuses zones de non-droit dans le pays. Quel est l'intérêt d'envoyer ces hommes à l'étranger alors qu'ils pourraient être employés localement? Et puis, selon lui, cet acte est un outrage à la Cour. Il rappelle qu'en janvier 2024, la Cour de justice kenyane avait déclaré ce déploiement anticonstitutionnel, tout simplement car les policiers kenyans ne sont pas censés être déployés à l'étranger. Le député Aukot, qui lui avait porté plainte devant la justice en 2023, a lui aussi dit qu'il reporterait plainte s'il le fallait après l'annonce de l'accord signé entre le président William Ruto et le Premier ministre haïtien. Et au niveau de la population, beaucoup se demandent pourquoi le Kenya devrait envoyer ses policiers dans un endroit aussi dangereux qu'Haïti, et ce alors que la prison de Port-au-Prince a été attaquée ce dimanche, que près de 3000 détenus ont été libérés et que Haïti ressemble, vu d'ici, à une zone de non-droit. Toujours est-il qu'il est important d'agir, selon le président William Ruto, notamment car en 2023, au moins 3700 personnes ont été tuées à Haïti à cause des violences des gangs et plus de 3000 personnes ont été kidnappées. J-2 avant l'ouverture des Jeux africains à Accra au Ghana. Le pays espère également s'en servir comme tremplin pour qualifier davantage d'athlètes pour les Jeux olympiques de Paris en juin prochain. Nos correspondants Justice Baido, Théodore Abiou et Julia Guggenheim sont allés à la rencontre d'un boxeur sur les starting blocks. Ces rues du quartier de Bukom à Accra ont vu naître les plus grands boxeurs ghanéens. Sur le mythique ring d'Akotokou, les jeunes hommes qui s'entraînent jusqu'à tard dans la nuit espèrent marcher dans les pas des champions qui ont marqué l'histoire du pays. Des champions comme Azuma, Nelson, Harry Quartey, Joshua Clottey ou Deka Poison sont passés par Bukom. Il y a beaucoup de boxeurs talentueux au Ghana qui viennent ici. On veut tous devenir des champions et certains rêvent même des Jeux olympiques. Un rêve que certains touchent du doigt. Dans ce village olympique construit pour les Jeux panafricains qui auront lieu à Accra en mars, l'équipe de boxe ghanéenne travaille dur, avec un objectif dans le viseur, les Jeux de Paris 2024. En 2020, à Tokyo, Samuel Taki avait réussi l'exploit. Sur la 3e marche du podium, il a ramené la première médaille olympique au pays depuis 49 ans. Je veux saisir cette opportunité à nouveau parce que j'ai déjà 4 records chez les professionnels. Je vais donc aller en Italie le mois prochain. J'espère bien me qualifier là-bas pour ensuite aller à Paris. Je sens que ça va marcher à Paris. Aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui espère réitérer l'exploit de Tokyo. En 49 ans, nous n'avons gagné aucune médaille aux Jeux olympiques, mais nous avons réussi à briser cette malédiction. Nous avons remporté une médaille de bronze, et ce n'était pas seulement pour le Ghana, mais pour l'ensemble de l'Afrique lors du tournoi. Nous sommes donc déterminés et nous travaillons très dur. Nous avons des boxeurs capables de le faire. Le Ghana a été l'un des premiers pays africains à participer aux Jeux olympiques en 1952. Depuis, les athlètes de tous sports confondus ont remporté 5 médailles pour leur pays. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Un grand merci aux équipes en régie, à notre chef d'édition Khalid Douci, à notre rédacteur en chef Stéphane Ballon. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.